Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 33 et 34 du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 33 où Phileas Fogg se montre à la hauteur des circonstances. Une heure après, le steamer Henrietta dépassait le Lightboat qui marque l'entrée de l'Hudson, tournait la pointe de Sandy Hook et donnait en mer. Pendant la journée, il prolongea Long Island au large du feu de Far Island et courut rapidement vers l'est. Le lendemain, 13 décembre à midi, un homme monta sur la passerelle pour faire le point. Certes, on doit croire que cet homme était le capitaine Speedy. Pas le moins du monde, c'était Phileas Fogg. Quant au capitaine Speedy, il était tout bonnement enfermé à clé dans sa cabine et poussait des hurlements qui dénotaient une colère bien pardonnable, poussée jusqu'au paroxysme. Ce qui s'était passé était très simple. Phileas Fogg voulait aller à Liverpool. Le capitaine ne voulait pas les conduire. Alors, Phileas Fogg avait accepté de prendre passage pour Bordeaux, et depuis 30 heures qu'il était à bord, il avait si bien manœuvré à coups de banknotes que l'équipage, matelots et chauffeurs, équipage un peu interloque qui était en assez mauvais termes avec le capitaine, lui appartenait. Et voilà pourquoi Phileas Fogg commandait au lieu et place du capitaine Speedy. Pourquoi le capitaine était enfermé dans sa cabine, et pourquoi enfin l'Henrietta se dirigeait vers Liverpool. Seulement il était très clair à voir manœuvrer M. Fogg, que M. Fogg avait été marin. Maintenant, comment finirait l'aventure, on le saurait plus tard. Toutefois, mademoiselle Aouda ne laissait pas d'être inquiète, sans en rien dire. Fix, lui, avait été abasourdi tout d'abord. Quant à Passepartout, il trouvait la chose tout simplement adorable. Entre 11 et 12 nœuds, avait dit le capitaine Speedy. Et en effet, l'Henrietta se maintenait dans cette moyenne de vitesse. Si donc, que de si encore, si donc la mer ne devenait pas trop mauvaise, si le vent ne sautait pas dans l'est, s'il ne survenait aucune avarie au bâtiment, aucun accident à la machine, l'Henrietta, dans les 9 jours comptés du 12 décembre au 21, pouvait franchir les 3000 miles qui séparent New York de Liverpool. Il est vrai qu'une fois arrivée, l'affaire de l'Henrietta, brochant sur l'affaire de la banque, cela pouvait mener le gentleman un peu plus loin qu'il ne voudrait. Pendant les premiers jours, la navigation se fit dans d'excellentes conditions. La mer n'était pas trop dure, le vent paraissait fixé au nord-est, les voiles furent rétablies et, sous les goélettes, l'Henrietta marcha comme un vrai transatlantique. Passepartout était enchanté. Le dernier exploit de son maître, dont il ne voulait pas voir les conséquences, l'enthousiasmait. Jamais l'équipage n'avait vu un garçon plus gai, plus agile. Il faisait 1000 amitiés aux matelots et les étonnait par ses tours de voltige. Il leur prodiguait les meilleurs noms et les boissons les plus attrayantes. Pour lui, ils manœuvraient comme des gentlemen et les chauffeurs chauffaient comme des héros. Sa bonne humeur très communicative s'imprégnait à tous. Il avait oublié le passé, les ennuis, les périls. Il ne songeait qu'à ce but, si près d'être atteint, et parfois il bouillait d'impatience comme s'il eût été chauffé par les fourneaux de l'Henrietta. Souvent aussi, le digne garçon tournait autour de Fix. Il le regardait d'un œil qui en disait long, mais il ne lui parlait pas, car il n'existait plus aucune intimité entre les deux anciens amis. D'ailleurs Fix, il faut le dire, n'y comprenait plus rien. La conquête de l'Henrietta, l'achat de son équipage, ce Fogg manœuvrant comme un marin consommé, tout cet ensemble de choses l'étourdissait. Il ne savait plus que penser, mais après tout, un gentleman qui commençait par voler 55 000 livres pouvait bien finir par voler un bâtiment, et Fix fut naturellement amené à croire que l'Henrietta, dirigée par Fogg, n'allait point du tout à Liverpool, mais dans quelque point du monde où le voleur, devenu pirate, se mettrait tranquillement en sûreté. Cette hypothèse, il faut bien l'avouer, était on ne peut plus plausible, et le détective commençait à regretter très sérieusement de s'être embarqué dans cette affaire. Quant au capitaine Speedy, il continuait à hurler dans sa cabine, et Passepartout, chargé de pourvoir à sa nourriture, ne le faisait qu'en prenant les plus grandes précautions, quelque vigoureux qu'il fût. M. Fogg, lui, n'avait plus même l'air de se douter qu'il y eût un capitaine à bord. Le 13, on passa sur la queue du banc de Terre-Neuve. Ce sont là de mauvais parages. Pendant l'hiver surtout, les brumes y sont fréquentes et les coups de vent redoutables. Depuis la veille, le baromètre, brusquement abaissé, faisait pressentir un changement prochain dans l'atmosphère.
En effet, pendant la nuit, la température se modifia, le froid devint plus vif et en même temps, le vent sauta dans le sud-ouest. C'était un contretemps. Monsieur Fogg, afin de ne point s'écarter de sa route, dut serrer ses voiles et forcer de vapeur. Néanmoins, la marche du navire fut ralentie, attendu l'état de la mer, dont les longues lames brisaient contre son étrave. Il éprouva des mouvements de tangage très violents, et cela au détriment de sa vitesse. La brise tournait peu à peu à l'ouragan, et l'on prévoyait déjà le cas où l'Henrietta ne pourrait plus se maintenir debout à la lame. Or, s'il fallait fuir, c'était l'inconnu avec toutes ses mauvaises chances. Le visage de Passepartout se rembrumit en même temps que le ciel, et pendant 2 jours, l'honnête garçon éprouva de mortelles transes. Mais Phileas Fogg était un marin hardi qui savait tenir tête à la mer, et il fit toujours route, même sans se mettre sous petite vapeur. L'Henrietta, quand elle ne pouvait s'élever à la lame, passait au travers, et son pont était balayé en grand, mais elle passait. Quelquefois aussi l'hélice émergeait, battant l'air de ses branches affolées, lorsqu'une montagne d'eau soulevait l'arrière hors des flots, mais le navire allait toujours de l'avant. Toutefois, le vent ne fraîchit pas autant qu'on aurait pu le craindre. Ce ne fut pas un de ces ouragans qui passent avec une vitesse de 90 milles à l'heure. Il se tint au grand frais, mais malheureusement il souffla avec obstination de la partie du sud-est et ne permit pas de faire de la toile. Et cependant ainsi, qu'on va le voir, il lui eût été bien utile de venir en aide à la vapeur. Le 16 décembre, c'est le 75e jour écoulé depuis le départ de Londres. En somme, l'Henrietta n'avait pas encore un retard inquiétant. La moitié de la traversée était à peu près faite, et les plus mauvais parages avaient été franchis. En été, on eût répondu du succès. En hiver, on était à la merci de la mauvaise saison. Passepartout ne se prononçait pas. Au fond, il avait espoir, et si le vent faisait défaut, du moins il comptait sur la vapeur. Or, ce jour-là, le mécanicien étant monté sur le pont, rencontra M. Fogg et s'entretient assez vivement avec lui. Sans savoir pourquoi, un pressentiment sans doute, Passepartout éprouva comme une vague inquiétude. Il eût donné une de ses oreilles pour entendre de l'autre ce qui se disait là. Cependant, il put saisir quelques mots, ceux-ci entre autres prononcés par son maître. « Vous êtes certain de ce que vous avancez ?»« Certain, monsieur, répondit le mécanicien. N'oubliez pas que, depuis notre départ, nous chauffons avec tous nos fourneaux allumés, et si nous avions assez de charbon pour aller à petite vapeur de New York à Bordeaux, nous n'en avons pas assez pour aller à toute vapeur de New York à Liverpool. J'aviserai, répondit M. Fogg. Passepartout avait compris. Il fut pris d'une inquiétude mortelle. Le charbon allait manquer. Ah, si mon maître part celle-là, se dit-il, décidément, ce sera un fameux homme. Et ayant rencontré Fix, il ne put s'empêcher de le mettre au courant de la situation. Alors, lui répondit l'agent, dents serrées, vous croyez que nous allons à Liverpool ? Parbleu ! Imbécile, répondit l'inspecteur qui s'en alla, haussant les épaules. Passepartout fut sur le point de relever vertement le qualificatif, dont il ne pouvait d'ailleurs comprendre la vraie signification. Mais il se dit que l'infortuné Fix devait être très désappointé, très humilié dans son amour-propre, après avoir si maladroitement suivi une fausse piste autour du monde, et il passa condamnation. Et maintenant, quel parti allait prendre Phileas Fogg ? Cela était difficile à imaginer. Cependant, il paraît que le flegmatique gentleman en prit un, car le soir même, il fit venir le mécanicien et lui dit « Poussez les feux et faites route jusqu'au complet épuisement du combustible. » Quelques instants après, la cheminée de l'Henrietta vomissait des torrents de fumée. Le navire continua donc de marcher à toute vapeur. Mais ainsi qu'il l'avait annoncé, 2 jours plus tard, le 18, le mécanicien fit savoir que le charbon manquerait dans la journée. « Que l'on ne laisse pas baisser les feux, répondit M. Fogg. Au contraire, que l'on charge les soupapes. Ce jour-là, vers midi, après avoir pris hauteur et calculé la position du navire, Phileas Fogg fit venir Passepartout et lui donna l'ordre d'aller chercher le capitaine Speedy. C'était comme si on eût commandé à ce brave garçon d'aller déchaîner un tigre, et il descendit dans la dunette, se disant « Positivement, il sera enragé. » En effet, quelques minutes plus tard, au milieu de cris et de jurons, une bombe arrivait sur la dunette. Cette bombe, c'était le capitaine Speedy. Il était évident qu'elle allait éclater. « Où sommes-nous » Telles furent les premières paroles qu'il prononça au milieu des suffocations de la colère, et certes, pour peu que le digne homme eût été apoplectique, il n'en serait jamais revenu. « Où sommes-nous » répéta-t-il, la face congestionnée.
À 770 milles de Liverpool, répondit M. Fogg avec un calme imperturbable. Pirate s'écria Andrew Speedy. Je vous ai fait venir, monsieur, écumeur de mer. Monsieur, reprit Phileas Fogg, pour vous prier de me vendre votre navire. Ah non, de par tous les diables, non. C'est que je vais être obligé de le brûler. Brûler mon navire? Oui, enfin, du moins dans ses eaux, car nous manquons de combustible. Brûler mon navire? S'écria le capitaine Speedy, qui ne pouvait même plus prononcer les syllabes. Un navire qui vaut 50 000 $. En voici 60 000, répondit Phileas Fogg en offrant au capitaine une liasse de banknotes. Cela fit un effet prodigieux sur Andrew Speedy. On n'est pas américain sans que la vue de 60 000 $ vous cause une certaine émotion. Le capitaine oublia en un instant sa colère, son emprisonnement, tous ses griefs contre son passager. Son navire avait 20 ans. Cela pouvait devenir une affaire d'or. La bombe ne pouvait déjà plus éclater. M. Fogg en avait arraché la mèche. « Et la coque en fer me restera ?» dit-il d'un ton singulièrement radouci. « La coque en fer et la machine, monsieur. Est-ce conclu ?»« Conclu. » Et Andrew Speedy, saisissant la liasse de banknotes, les compta et les fit disparaître dans sa poche. Pendant cette scène, Passepartout était blanc. Quant à Fix, il faillit avoir un coup de sang. Près de 20 000 livres dépensés, et encore ce Fogg qui abandonnait à son vendeur la coque et la machine, c'est-à-dire presque la valeur totale du navire. Il est vrai que la somme volée à la banque s'élevait à 55 000 livres. Quand Andrew Speedy eut empoché l'argent, « Monsieur, lui dit M. Fogg, que tout ceci ne vous étonne pas. Sachez que je perds 20 000 livres si je ne suis pas rendu à Londres le 21 décembre à 8h45 du soir. Or, j'avais manqué le paquebot de New York, et comme vous refusiez de me conduire à Liverpool... »« Et j'ai bien fait, par les 50 000 diables de l'enfer, s'écria Andrew Speedy, puisque j'y gagne au moins 40 000 $. Puis posément. Savez-vous une chose, ajouta-t-il, capitaine Fogg. Capitaine Fogg, eh bien, il y a du Yankees en vous. Et après avoir fait à son passager ce qu'il croyait être un compliment, il s'en alla. Quand Phileas Fogg lui dit « Maintenant, ce navire m'appartient. Certes, de la quille à la pomme des mâts, pour tout ce qui est bois, s'entend. Bien, faites démolir les aménagements intérieurs et chauffez avec ces débris. On juge ce qu'il fallut consommer de ce bois sec pour maintenir la vapeur en suffisante pression. Ce jour-là, la dunette, les roufles, les cabines, les logements, les faux ponts, tout y passa. Le lendemain, 19 décembre, on brûla la mâture, les dromes, les espars, on abattit les mâts, on les débita à coups de hache. L'équipage y mettait un zèle incroyable. Passepartout, taillant, coupant, sciant, faisait l'ouvrage de 10 hommes. C'était une fureur de démolition. Le lendemain, vint le bastingage, les pavois, les œuvres mortes, la plus grande partie du pont furent dévorés. L'Henrietta n'était plus qu'un bâtiment rasé, comme un ponton. Mais ce jour-là, on avait eu connaissance de la côte d'Irlande et du feu de Fastenay. Toutefois, à 10 heures du soir, le navire n'était encore que par le travers de Queenstown. Phileas Fogg n'avait plus que 24 heures pour atteindre Londres. Or, c'était le temps qu'il fallait à l'Henrietta pour gagner Liverpool, même en marchant à toute vapeur, et la vapeur allait manquer enfin à l'audacieux gentleman. « Monsieur, lui dit alors le capitaine Speedy, qui avait fini par s'intéresser à ses projets, je vous plains vraiment, tout est contre vous. Nous ne sommes encore que devant Queenstown. »« Ah, fit M. Fogg, c'est Queenstown cette ville dont nous apercevons les feux ? » ?»« Oui. Pouvons-nous entrer dans le port ? » ?»« Pas avant 3 heures, à pleine mer seulement. »« Attendons, » répondit tranquillement Phileas Fogg, sans laisser voir sur son visage que, par une suprême inspiration, il allait tenter de vaincre encore une fois la chance contrainte. En effet, Queenstown était un port de la côte d'Irlande, dans lequel les transatlantiques qui viennent des États-Unis jettent en passant leurs sacs aux lettres. Ces lettres sont emportées à Dublin par des express toujours prêts à partir. De Dublin, elles arrivent à Liverpool par des steamers de grande vitesse, devançant ainsi de 12 heures les marcheurs les plus rapides des compagnies maritimes. Ces 12 heures que gagnait ainsi le courrier d'Amérique, Phileas Fogg prétendait les gagner aussi. Au lieu d'arriver sur l'Henrietta le lendemain soir à Liverpool, il serait à midi, et par conséquent, il aurait le temps d'être à Londres avant 8h45. Vers 1h du matin, l'Henrietta entrait à haute mer dans le port de Queenstown, et Phileas Fogg, après avoir reçu une vigoureuse poignée de main du capitaine Speedy, le laissait sur la carcasse rasée de son navire, qui valait encore la moitié de ce qu'il l'avait vendu.
Les passagers débarquèrent aussitôt. Fix, à ce moment, eut une envie féroce d'arrêter le sieur Fogg. Il ne le fit pas pour autant. Pourquoi? Quel combat se livrait donc en lui? Était-il revenu sur le compte de M. Fogg? Comprenait-il enfin qu'il s'était trompé? Toutefois, Fix n'abandonna pas M. Fogg. Avec lui, avec mademoiselle Aouda, avec Passepartout, qui ne prenait plus le temps de respirer, il montait dans le train de Queenstown à 1h30 du matin, arrivait à Dublin au jour naissant et s'embarquait aussitôt sur un de ces steamers, vrais fuseaux d'acier, tout en machine, qui, dédaignant de s'élever à la lame, passe invariablement au travers. À midi moins 20, le 21 décembre, Phileas Fogg débarquait enfin sur le quai de Liverpool. Il n'était plus qu'à 6 heures de Londres. Mais à ce moment, Fix s'approcha de lui, il lui mit la main sur l'épaule, et en exhibant son mandat, « Vous êtes bien le sieur Phileas Fogg, dit-il. « Oui, monsieur. Au nom de la reine, je vous arrête. » Chapitre 34 qui procure à Passepartout l'occasion de faire un jeu de mots atroce, mais peut-être inédit. Phileas Fogg était en prison. On l'avait enfermé dans le poste de Custom House, la douane de Liverpool, et il devait y passer la nuit en attendant son transfèrement à Londres. Au moment de l'arrestation, Passepartout avait voulu se précipiter sur le détective. Des policemen le retinrent. Mademoiselle Aouda, épouvantée par la brutalité du fait, ne sachant rien, n'y pouvait rien comprendre. Passepartout lui expliqua la situation. Monsieur Fogg, cet honnête et courageux gentleman, auquel elle devait la vie, était arrêté comme voleur. La jeune femme protesta contre une telle allégation. Son cœur s'indigna et des pleurs coulèrent de ses yeux quand elle vit qu'elle ne pouvait rien faire, rien tenter, pour sauver son sauveur. Quant à Fix, il avait arrêté le gentleman parce que son devoir lui commandait de l'arrêter, fût-il coupable ou non. La justice en déciderait. Mais alors une pensée vint à Passepartout, cette pensée terrible qu'il était décidément la cause de tout ce malheur. En effet, pourquoi avait-il caché cette aventure à M. Fogg? Quand Fix avait révélé et sa qualité d'inspecteur de police et la mission dont il était chargé, pourquoi avait-il repris sur lui de ne point avertir son maître? Celui-ci, prévenu, aurait sans doute donné à Fix des preuves de son innocence. Il lui aurait démontré son erreur, en tout cas, il n'aurait pas véhiculé à ses frais et à ses trousses ce malencontreux agent dont le premier soin avait été de l'arrêter au moment où il mettait le pied sur le sol du Royaume-Uni. En songeant à ses fautes, à ses imprudences, le pauvre garçon était pris d'irrésistibles remords. Il pleurait, il faisait peine à voir, il voulait se briser la tête. Mademoiselle Aouda et lui étaient restés malgré le froid, sous le péristyle de la douane. Ils ne voulaient, ni l'un ni l'autre, quitter la place. Ils voulaient revoir encore une fois M. Fogg. Quant à ce gentleman, il était bien et dûment ruiné, et cela au moment où il allait atteindre son but. Cette arrestation le perdrait sans retour. Arrivé à midi moins 20 à Liverpool le 21 décembre, il avait jusqu'à 8h45 pour se présenter au Reform Club, soit 9h15. Il ne lui en fallait que 6 pour atteindre Londres. En ce moment, qui eût pénétré dans le poste de la douane eût trouvé M. Fogg immobile, assis sur un banc de bois sans colère, imperturbable. Résigné, on eût pu le dire, mais ce dernier coup n'avait pu l'émouvoir, au moins en apparence. S'était-il formé en lui une de ces rages secrètes, terribles parce qu'elles sont contenues et qui n'éclatent qu'au dernier moment, avec une force irrésistible? On ne sait pas, mais Phileas Fogg était là, calme, attendant quoi? Conservait-il quelques espoirs? Croyait-il encore au succès quand la porte de cette prison était fermée sur lui? Quoi qu'il en soit, M. Fogg avait soigneusement posé sa montre sur une table, et il en regardait les aiguilles marcher. Pas une parole ne s'échappait de ses lèvres, mais son regard avait une fixité singulière. En tout cas, la situation était terrible et, pour qui ne pouvait lire dans cette conscience, elle se résumait ainsi. Honnête homme, Phileas Fogg était ruiné. Malhonnête homme, il était pris. Eut-il alors la pensée de se sauver? Songea-t-il à chercher si ce poste présentait une issue praticable? Pensa-t-il à fuir? On serait tenté de le croire car, à un certain moment, il fit le tour de la chambre. Mais la porte était solidement fermée et la fenêtre garnie de barreaux de fer. Il vint donc se rasseoir et il tira de son portefeuille l'itinéraire du voyage. Sur la ligne qui portait ces mots, 21 décembre, samedi, Liverpool, il ajouta 80e jour, 11h40 du matin.
et il attendit. 1 heure sonna à l'horloge de Custom House. M. Fogg constata que sa montre avançait de 2 minutes sur cette horloge. 2 heures. En admettant qu'il montât en ce moment dans un express, il pouvait encore arriver à Londres et au Reform Club avant 8h45 du soir. Son front se plissa légèrement. À 2h33, un bruit retentit au dehors, un vacarme de porte qui s'ouvrait. On entendait la voix de Passepartout, on entendait la voix de Fix. Le regard de Phileas Fogg brilla un instant. La porte du poste s'ouvrit et il vit Mademoiselle Aouda, Passepartout, Fix qui se précipitèrent vers lui. Fix était hors d'haleine, les cheveux en désordre, il ne pouvait parler. « Monsieur, balbutia-t-il, monsieur, pardon, une ressemblance déplorable. Voleur arrêté depuis 3 jours. Vous êtes libre. » Phileas Fogg était libre. Il alla au détective, il le regarda bien en face, et, faisant le seul mouvement rapide qu'il eût jamais fait et qu'il dût jamais faire de sa vie, il ramena ses 2 bras en arrière, puis, avec la précision d'un automate, il frappa de ses 2 poings le malheureux inspecteur. « Bien tapé !» s'écria Passepartout qui, se permettant un atroce jeu de mots bien digne d'un Français, ajouta « Pardieu, voilà ce qu'on peut appeler une belle application de poing d'Angleterre. » Fix, renversé, ne prononça pas un mot. Il n'avait que ce qu'il méritait. Mais aussitôt, M. Fogg, Mlle Aouda, Passepartout quittèrent la douane. Ils se jetèrent dans une voiture et, en quelques minutes, ils arrivèrent à la gare de Liverpool. Phileas Fogg demanda s'il y avait un express prêt à partir pour Londres. Il était 2h40. L'express était parti depuis 35 minutes. Phileas Fogg commanda alors un train spécial. Il y avait plusieurs locomotives de grande vitesse en pression, mais, attendu les exigences du service, le train spécial ne put quitter la gare avant 3 heures. À 3 heures, Phileas Fogg, après avoir dit quelques mots au mécanicien d'une certaine prime à gagner, filait dans la direction de Londres en compagnie de la jeune femme et de son fidèle serviteur. Il fallait franchir en 5h30 la distance qui sépare Liverpool de Londres, chose très faisable quand la voie est libre sur tout le parcours. Mais il y eut des retards forcés, et quand le gentleman arriva à la gare, 9h moins 10 sonnaient à toutes les horloges de Londres. Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du monde, arrivait avec un retard de 5 minutes. Il avait perdu. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la suite et fin de ce roman, Le Tour du monde en 80 jours. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Bye bye!